Il y a quelques jours, je vous avais demandé de me poser vos questions sur le Starship, son dernier vol et le programme dans son ensemble. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez été assez réactifs et plein de questions intéressantes. D'ailleurs, il y en a déjà une bonne partie pour un second épisode, donc si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors, entre comment et quand les Starships seront-ils récupérés? Quelle sera la prochaine étape? SpaceX va-t-il abandonner un prototype? Quelles seront les difficultés de la récupération de Starship? Et quelles seront les prochaines grosses étapes à surveiller? Pourquoi le Starship a explosé en mer et encore quelques autres? Je vous propose de s'offrir aujourd'hui un petit épisode FAQ SpaceX. Avant ça, sachez que si vous désirez soutenir la chaîne et envisager d'acheter du matériel astro, vous pouvez aller faire un tour chez Astrophop via le lien en description. Sur ce, pour attaquer en douceur, j'aimerais revenir sur une question que j'ai vue à quelques reprises en live et dans les commentaires. Pourquoi, après son atterrissage, le Starship a-t-il explosé? Certains connaissent déjà la réponse rapide, mais il y a moyen, je crois, d'approfondir un petit peu. On l'a tous vu en direct, le Starship a en effet subi un léger désassemblage rapide et non planifié, peu après s'être posé avec succès. Alors, difficile de cerner le point de rupture précis, mais en gros, en étant en plein océan Indien, le véhicule est dans un environnement très instable. Et comme sa manœuvre d'atterrissage implique de se poser à la verticale, ces 9 mètres de large pour 50 de haut ne suffisent malheureusement pas à l'empêcher de se coucher. Et vu son poids et la présence de restes de carburant sous pression, vous devinerez aisément la suite. Le Starship se couche, un des réservoirs est perforé et c'est le feu d'artifice. Et attention, il n'y a pas que ce Starship qui a connu ce sort. Si on retourne voir les images du vol précédent, IFT-4, on peut voir le Starship allumer ses moteurs, se poser, puis, en se basant sur l'indicateur d'orientation, se coucher et être violemment secoué, avant de voir même quelques morceaux de métal déchirés, suivis rapidement d'une perte de contact. C'est un peu dommage, bien sûr, puisque ça empêche d'inspecter un minimum le Starship et se faire une idée de son état après son vol, mais ce ne l'est pas trop non plus. Aucun véhicule de ce calibre n'est capable de résister à une telle chute, et lorsque le Starship sera réutilisé, il ne se posera de toute façon que sur des surfaces dédiées. Ce qui m'amène à quelques questions différentes qu'on pourrait résumer par comment et quand les Starships seront-ils récupérés? Et la question a plus de sens qu'on pourrait le penser. Beaucoup se souviennent des images des premiers vols de Starship qui ont culminé avec l'atterrissage réussi du prototype SN15 sur une piste et à l'aide de petits pieds dédiés situés au bas de la baie des moteurs. Mais les choses ont changé. Ces pieds sont désormais absents et l'idée sera de rattraper Starship à l'aide des bras de la tour de lancement, de la même façon que Super Heavy. Bon alors bien sûr, opter pour un atterrissage sur une piste dédiée dans un premier temps pourrait sembler avoir du sens. On peut par exemple noter à besoin réduit d'une grande précision les seuls atterrissages d'un Starship après un retour dans l'atmosphère et ayant eu lieu en mer. Sauf qu'il y a deux mais. Tout d'abord, l'utilisation de bouées dans l'océan permet de trianguler le signal du véhicule et de savoir s'il était capable d'une précision suffisante pour un retour au pas de tir. Ça avait par exemple été testé lors d'IFT-4 avec Super Heavy en simulant une tour de lancement virtuelle donnant ainsi le feu vert pour la récupération qu'on a tous vu il y a quelques jours. Mais surtout, SpaceX ne dispose probablement plus de pistes exploitables pour cet atterrissage et il faudrait en construire une pour un seul vol. D'autant que, on l'a vu, mais l'activation du déluge d'eau pour l'atterrissage de Super Heavy avec ses 3 moteurs Raptor prouve aussi que le souffle de seulement 3 moteurs Raptor pourrait déjà causer pas mal de dégâts. Les moteurs Raptor actuels sont en effet plus puissants que ceux des essais de Starship qui n'en utilisent d'ailleurs qu'un pour se poser, et leur souffle pourrait projeter suffisamment de débris pour endommager des infrastructures critiques, voire même, soyons pessimistes, perforer des réservoirs et autres joyeusetés. Ainsi, attraper directement Starship avec les bras de la tour de lancement semble malgré tout la solution la plus sage. Surtout que, rappelons-le, mais ce premier pas de tir a une date d'expiration qui commence à approcher, et le second prendra bientôt le relais. Mais en parallèle, le retour au pas de tir ne sera pas non plus de tout repos. Il y a en effet une difficulté qu'on n'envisage pas toujours au premier abord, mais qui pourrait donner du fil à retordre à SpaceX. Malgré la grande précision de l'atterrissage de Super Heavy, qui ne s'est d'ailleurs pas approché à moins de 10 mètres de la tour de lancement et dont l'inclinaison n'a pas dépassé celle prévue par les animations, on l'a vu, les bras de la tour de lancement ont légèrement touché Super Heavy. C'est malheureusement dû à quelques imprécisions lors de l'atterrissage, qui sont sans danger, mais qu'on ne peut pas non plus facilement éviter. Pas de quoi causer des dommages ou faire une crise cardiaque, je vous l'accorde, d'autant plus que c'est tout à fait maîtrisé et volontaire, comme l'ont montré les essais avec un article de test. Mais malheureusement, un tel contact est aussi difficile à envisager pour Starship. Cela risquerait en effet de casser les tuiles de protection thermique, obligeant à les remplacer et nuisant à la réutilisation rapide que SpaceX veut mettre en place, en ajoutant une maintenance assez délicate et assez longue.
Bon alors, nul doute que SpaceX y a déjà pensé et qu'au final tout se passera bien, mais c'est néanmoins un point qu'il faudra surveiller. Dans le style d'ailleurs, une question que j'ai également vu passer, c'est si la réutilisation rapide en moins d'une heure envisagée par SpaceX est possible ou pas. Alors, disons-le, c'est encore très tôt pour y répondre. Mais à titre personnel, je pense qu'il faudra encore attendre longtemps pour y arriver. Même avec un Starship bien rodé, plus fiable encore que Falcon 9, un minimum d'inspection entre chaque lancement peut éviter de perdre le lanceur et peut s'avérer un choix à la fois peu coûteux, et qui peut éviter des pertes de grappes de satellites entières. Mais tout ça, il est encore beaucoup trop tôt pour en parler. D'ailleurs, dans un autre registre, il y a également eu pas mal de questions sur le 6e vol. Va-t-il avoir lieu? Faut-il s'attendre à des changements? Et SpaceX va-t-il abandonner un prototype déjà presque terminé? Alors, pour y répondre, il va d'abord falloir regarder la situation actuelle telle qu'on la connaît. Quelques jours avant le lancement du 5e vol, la FAA a autorisé son lancement et celui du suivant, IFT-6. Et il n'y a que deux conditions. Qu'IFT-5 ne voit pas le Starship dévier considérablement de son plan de vol, et qu'IFT-6 soit hautement comparable à IFT-5 en termes de trajectoire et de modification des véhicules. C'est tout sauf une condition sine qua non, bien sûr, mais ça veut dire que si SpaceX veut changer le plan de vol pour IFT-6, il faudra logiquement renouveler l'autorisation. Et justement, ce plan de vol risque-t-il de changer? Eh bien, c'est justement là que la question est assez compliquée. D'un côté, le prochain Starship à voler, le 31, est presque terminé, a débuté sa campagne de test, et le Starship suivant, le 33, le 32 ayant été abandonné, 33 qui sera aussi le premier Starship de seconde génération, doit encore débuter ses essais et a du chemin à faire. Mais, d'un côté, Super Heavy s'est posé avec succès, et même s'il reste quelques points à améliorer comme des surchauffes et des petits dommages, j'en parlais dans l'épisode qui sera en écran de fin, c'est surtout du côté du Starship qu'il faut encore travailler. Ce dernier supporte encore un effet mal serré entre atmosphérique, cette huile de protection thermique souffre et ses ailerons aussi. Et malheureusement pour le prochain Starship à voler, le 31, il y a peu de solutions. En fait, le Starship 33 est probablement la seule solution actuellement. Amélioration du bouclier, repositionnement et révision de la forme des ailerons. Beaucoup de points qui vont lourdement et positivement impacter les problèmes actuellement rencontrés lors de la réentrée. Et à moins que SpaceX n'ait besoin d'un retour d'expérience supplémentaire sur la réentrée de Starship, passer directement au Starship V2 pourrait avoir du sens, et permettrait aussi peut-être, rêvons un peu, de passer plus vite aux tentatives de récupération du Starship qu'Elon Musk semble d'ailleurs vouloir pour début 2025 au plus tard. Surtout que, pour évoquer aussi une autre question, c'est tout sauf l'étape finale à surveiller. SpaceX va maintenant aussi devoir continuer de tester la soute permettant le déploiement des Starlink V2 et le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace, deux étapes qui avaient été tentées lors du second vol et avaient donné un résultat mitigé. À ce titre d'ailleurs, utiliser le Starship 31 pour IFT-6 et ce genre de test pourrait être profitable et pourrait permettre un retour d'expérience intéressant pour le Starship V2 d'IFT-7. Mais malheureusement, difficile d'envisager tout ça sans modifier un tant soit peu le plan de vol, ce qui demandera probablement de nouvelles autorisations. Surtout que Super Heavy en subit quelques dommages, il est aussi possible que SpaceX expérimente un peu avec les différents profils de retour au pas de tir pour décélérer plus doucement, ce qui implique aussi des changements dans le plan de vol. Bon, difficile de dire si ces changements poseront problème ou pas étant donné qu'on ne les connaît pas encore, mais des changements tout de même. Pour le moment donc, les choses sont encore un peu floues, et il est difficile de savoir quel choix SpaceX sera amené à faire. D'autant plus que 2025 risque d'être une année charnière pour l'entreprise. On attend en effet les premiers essais de ravitaillement en orbite qui impliquent deux Starships différents, un faisant le lien entre la Terre et l'orbite, et un réservoir en orbite devant stocker plusieurs jours au moins, voire même quelques semaines, du carburant cryogénique. Et il faut encore ajouter aussi le Starship lunaire qui ne devrait peut-être plus tarder des mois à entrer dans l'équation. Mais ça est bien, j'en reparlerai encore, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Enfin, une dernière question à laquelle je tenais à répondre et qui relève de la plus haute importance, c'est la capacité d'emport du Starship en orbite basse en banane. Eh bien, sachez que si on prend le chiffre conservateur de 100 tonnes en orbite basse, on parle d'approximativement 833 333 bananes et quelques noisettes. Allez, sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans quelques jours et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.